Bonjour, attention, je ne vais pas dire la vérité comme d'habitude, je vais simplement proposer mon témoignage d'être humain, aujourd'hui plus spécifiquement mon témoignage d'aidant, car j'ai souhaité faire une synthèse, rassembler, alors ce que je vais dire là je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je voulais rassembler dans celle-ci les 7 découvertes que je trouve importantes d'avoir faites en aidant les êtres humains. Donc ça fait 16 ans maintenant que j'aide les êtres humains qui me demandent. Voici une synthèse de ce que je trouve important, vraiment au sens des découvertes, et je vais rajouter les aspects qui sont en contradiction avec l'idéologie ambiante sur la psychologie, c'est-à-dire le dogme ambiant sur la psychologie. Il y a 7 points que je conteste et qui, selon mon expérience, font faire fausse route aux gens qui adhèrent à ces principes, à ces idées, donc les 7 idées dont je vais parler. Et je trouve que c'est 7 découvertes importantes, du coup c'est 7 points importants, c'est 7 recadrages, vous appelez ça comme vous voulez, c'est 7 éclaircissements, en tout cas c'est 7 choses importantes pour moi dont j'ai envie de témoigner. Vous en ferez ce que vous voulez, j'insiste, c'est pas la vérité, mais c'est une affirmation intègre et forte de ce que j'ai observé depuis 16 ans. Alors évidemment, la première découverte pour moi, c'est que les émotions parlent exclusivement de soi. Donc ça, c'est en ayant découvert la pratique de l'échelle émotionnelle que je pratique depuis 16 ans, que je constate depuis 16 ans, que sans exception, quand je dis sans exception, ce n'est pas une formulation, c'est que pour l'instant, je n'ai pas vécu une seule exception en 16 ans. Sans exception, je constate qu'on prend n'importe quelle émotion de n'importe quel humain, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative. Attention, j'extrais des émotions, la joie au sens de l'enfant, ça pour moi c'est l'amour, c'est l'ouverture, c'est la conscience au monde, c'est pas une émotion, là, cette joie-là. Les émotions positives, ça va plutôt être des rassurements, des comblements, des fiertés, des choses comme ça. Mais donc que ce soit des émotions positives, que ce soit des émotions négatives, que ce soit des émotions intenses ou légères, dans mon expérience, quand on écoute profondément une émotion, on arrive toujours à ce que j'appelle une identité virtuelle, c'est-à-dire une fracture identitaire, un décalage identitaire. C'est comme s'il y a quelque chose de cassé dans votre psychologie, dans votre psyché, et votre intelligence émotionnelle prend l'excuse de tout ce qui se passe dans votre vie pour pointer sur ça, pour vous montrer ça, exactement comme la douleur physique prend l'excuse d'un mouvement que vous faites qui vous rappelle que vous avez une blessure pour réalerter de la blessure. Donc ça c'est très important parce que c'est pas comme ça que dans notre culture on conçoit les émotions. On conçoit les émotions comme une espèce de sensibilité au monde. On parle même d'empathie, alors que avoir une émotion parce que quelqu'un en a une, c'est pas de l'empathie, ça c'est de la sympathie ou peut-être de la compassion, c'est souffrir avec l'autre. L'empathie c'est se mettre à la place de l'autre en conscience, on peut le faire très sereinement, il n'y a pas d'émotion. Une émotion ça parle de soi, ça parle jamais des autres. J'ai jamais vu d'exception depuis 16 ans. Donc pour moi je suis formel. Le processus émotionnel est un scanner de l'intérieur. Oui, c'est déclenché par des choses extérieures qui sont souvent même déformées, exagérées, aggravées. C'est pour ça que souvent on dit que les émotions sont exagérées, qu'elles sont déplacées. C'est toujours faux. Ce qui est déplacé, c'est de croire que les émotions parlent du monde. Ce n'est pas leur but, elles parlent de soi. Toutes les émotions sont profondément précises, fines et absolument non exagérées et absolument bien mesurées et absolument adaptées. Donc ça, c'est évidemment une découverte pour moi majeure, et ça met complètement à l'envers, ou du coup pour moi ça remet à l'endroit nos conceptions habituelles sur les émotions. Donc ça c'est ma première grosse découverte. La deuxième découverte pour moi, qui est aussi induite par l'approche de l'échelle émotionnelle, c'est qu'il n'existe aucun trouble humain dont la cause est dans le passé. Le passé n'a aucun effet sur le présent pour un être humain. Ça aussi, c'est pas du tout dans le dogme ambiant. Quand on fait une échelle émotionnelle, donc évidemment, ça arrive qu'on traverse l'histoire, mais l'origine qu'on trouve, la fracture identitaire, c'est une croyance ici et maintenant dans la tête de la personne. Donc la cause fondamentale d'un trouble psychologique, de vécu émotionnel, de la dépendance affective, de tout ce que vous voulez, de la dépression, de tout ce que vous voulez, c'est ici et maintenant dans la tête de la personne, c'est pas dans le passé. Alors bien sûr que le passé a participé, il s'agit juste de distinguer, c'est pas très compliqué, l'histoire d'un problème avec la cause d'un problème. C'est-à-dire qu'il faut distinguer la chronologie, la causalité, c'est tout. Je vais donner un exemple très simple. Imaginons, j'ai acheté un vélo il y a 3 ans, et puis hier,
je faisais du cross, j'ai roulé sur un clou et le pneu s'est crevé. Évidemment que la cause de mon problème, la cause du fait que mon pneu est crevé, n'est pas le fait que j'ai acheté le vélo il y a 3 ans. Pour autant, c'est sûr, oui, si j'avais pas acheté le vélo il y a 3 ans, on pourra sortir ça comme argument, ce qui n'est pas un vrai argument, c'est un sophisme, mais on pourrait dire, bah attends, si tu n'avais pas acheté le vélo il y a 3 ans, bah tu n'aurais pas ton pneu crevé, donc tu vois bien que c'est parce que tu as, quand tu as vendu le vélo il y a 3 ans que tu as un pneu crevé, et puis tant qu'on y est, c'est la faute au vendeur, tant qu'on y est, et si ce vendeur il t'avait pas vendu ce vélo, ou si tu avais vendu un autre vélo, tu n'aurais pas le pneu crevé, etc., etc. Donc ce genre de logique, c'est des sophismes, ça ne tient pas, ça procède d'une confusion intégrale entre la chronologie et la causalité. La causalité, c'est quelque chose qui va se regarder dans la psychologie actuellement et dans la mécanique psychologique, arriver à voir quelle est la cause effective d'une émotion que vous avez, d'un trouble que vous avez, d'une dépendance affective, etc., etc. Et jamais, jamais, jamais je n'ai trouvé la moindre cause du moindre problème psychologique dans le passé. Ceci n'existe pas. Avec l'échelle émotionnelle, on trouve toujours la cause, et la cause, elle est toujours dans le présent, dans le cœur du système de pensée, dans ce que vous croyez à propos de vous, dans la condition que vous avez mis à votre existence, dans le boulet que vous avez attaché à votre vie. Donc ça, c'est très important. Ne pas confondre le début des problèmes avec la cause d'un problème. Il n'existe rien dans le passé, donc du coup on perd un temps énorme à aller explorer, analyser le passé, etc. etc. On perd, pour une deuxième raison dont je vais parler plus tard, c'est que l'analyse ne permet pas d'introspection. Mais déjà ça, c'est une deuxième découverte majeure pour moi, qu'un humain n'a que des causes psychologiques dans son présent. Et c'est très important, parce que dans le présent, dans ce que vous croyez maintenant, enfin sur le présent, sur ce que vous croyez maintenant, vous avez un pouvoir. Mais si la cause de vos problèmes est dans le passé, ça ne sert à rien d'aller voir des psys, vous n'allez pas changer le passé, il faut plutôt inventer la machine à remonter dans le temps. Donc ça, un enfant de 7 ans peut comprendre que c'est ridicule d'avoir une approche thérapeutique qui vous conduit à penser que vos problèmes sont dans le passé, parce que vous êtes impuissant, vous ne pourrez pas changer le passé. Donc si c'était vrai que la cause de vos problèmes est dans le passé, puisque vous ne pouvez pas changer le passé, c'est mort. Donc il faut que vous acceptiez les choses, etc. Heureusement, ça ne fonctionne pas comme ça un être humain. Heureusement, le passé n'a pas d'influence sur vous. Ce qui a de l'influence, c'est votre mémoire à propos de votre passé. Mais votre mémoire, c'est du présent. Votre mémoire, c'est pas le passé. Votre mémoire, c'est votre conception de ce qui s'est passé. J'ai fait plein de vidéos sur le passé, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Si là, dans les découvertes que je dis, vous avez envie d'approfondir, tapez Laurent Martinez passé, Laurent Martinez émotion, Laurent Martinez échelle émotionnelle. Vous allez trouver les vidéos associées qui rentrent dans le détail de ce que je suis en train de dire. Troisième découverte, on ne se contente pas dans notre société de vivre les émotions à l'envers, comme je l'ai dit dans la première découverte, on vit aussi notre mental à l'envers. Parce que notre conception du mental, c'est que le mental nous sert à décrire le réel. Et dire donc peut-être des vérités, peut-être il y aurait des choses vraies, des choses fausses. Et dans mon expérience, ceci est faux. Ce qui informe du réel, ce sont les 5 sens. Les 5 sens informent du réel, et encore pas de manière complète. Mais c'est le mieux que vous ayez pour être informé du réel. De manière non conceptuelle, de manière vraiment riche. Mais tout ce que vous pouvez penser du réel, c'est une réduction monstrueuse du réel. Et ça ne sert pas à décrire le réel du coup, parce que sinon ce serait très inefficace. Le mental sert à orienter votre expérience. Le mental sert à vous amuser avec une réalité. Alors vous pouvez vous amuser à des choses agréables ou à des choses désagréables si vous êtes dans des dissonances cognitives. Là aussi, allez voir les vidéos associées au mental, aux dissonances cognitives, aux inférences, etc. Mais là, je veux juste décrire cette découverte que le mental ne sert absolument pas c'est pas un outil pour nous décrire la réalité, pour penser la réalité. C'est un outil pour orienter notre expérience dans la réalité. Pour vivre ceci ou cela ou cela. Il n'y a jamais une chose vraie conceptuellement parlant, j'entends. Hein. Il y a toujours une seule vérité, hein, mais elle n'est jamais conceptuelle, la vérité. C'est ça le truc, hein, c'est que comprenez qu'une conception, c'est une réduction monstrueuse du réel. Toute conception. Le plus grand philosophe, le plus grand poète de tous les temps ne pourra jamais décrire le réel. Parce que l'outil mental n'a pas ceci pour but. Avec ses 5 sens, il peut, mais après, il pourra le vivre, mais il ne pourra pas tellement témoigner de manière complète. Donc, et puis même avec ses 5 sens, il ne pourra jamais apercevoir tout le réel. Mais déjà, c'est beaucoup plus riche. Donc, le mental sert à orienter l'expérience. Ceci est très important, parce que la plupart du temps, les gens souffrent parce qu'ils tiennent à leurs idées, ils pensent qu'ils ont raison. J'ai fait une vidéo sur le danger d'avoir raison. Or, pas du tout.
le mental, c'est quelque chose dont il faut reprendre la maîtrise, surtout au niveau sémantique. Le mental, il a 3 niveaux. Il y a le niveau des flux des pensées, il y a le niveau des croyances, et il y a le niveau sémantique, c'est-à-dire la définition d'un concept, d'un mot. Et c'est à ce niveau-là qu'a beaucoup de pouvoir pour penser ce que vous voulez. C'est vous qui décidez ce que vous voulez penser. Je ne vais pas y revenir, là aussi il y a des vidéos qui détaillent, mais voilà la découverte importante. Le mental sert à orienter l'expérience. Donc si à un moment donné vous souffrez, c'est que ce que vous pensez ne fonctionne pas. Je dis toujours le réel est plus fort que toi. Quand vous êtes devant une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre votre expérience sensorielle et votre expérience mentale, vous n'avez que 2 solutions. Soit vous souffrez, soit vous changez ce que vous pensez. C'est tout. Parce que les sensations ne vont pas changer. C'est vous qui devez changer ce que vous pensez. Donc ça c'est très important de vivre le mental à l'endroit, c'est-à-dire pour ce qu'il est, juste un petit outil pour orienter votre expérience. Vous êtes devant la mer, vous pouvez penser et du coup agir quelque chose de l'ordre du surf sur les vagues, ou quelque chose de l'ordre de nager, ou quelque chose de l'ordre de se noyer et de se suicider. Ce que vous pensez de cette réalité de l'océan devant vous, ça va orienter votre expérience. Mais ce n'est pas plus vrai de penser que la mer sert à surfer, ou qu'elle sert à nager, ou qu'elle sert à se suicider, ou à des tas d'autres choses. Toutes ces conceptions sont valables, ce sont toutes des conceptions symboliques, et c'est vrai par contre que toutes les conceptions ne sont pas valables. Il y en a dans l'eau des conceptions diaboliques, au sens réel du terme, diabole, dia ça sépare du réel, il y a des concepts qui vous séparent du réel, et qui créent l'enfer. Le diable, le diable c'est ça, c'est rien d'autre, il n'est pas extérieur, c'est pas le petit homme fourchu, j'ai déjà dit, le diabolique c'est ça. 4e découverte, j'espère que j'ai bien retenu les 7 que je voulais annoncer. Donc la 4e découverte, ça y est, j'ai récupéré mon fil, c'est plus contextuel. C'est-à-dire que dans le contexte d'essayer de régler nos problèmes et surtout donc notre passé qui n'est pas en paix. Alors attention, je ne suis pas en train de dire, contrairement à tout à l'heure, qu'il y a des problèmes dans le passé. Il peut y avoir dans votre conception actuelle de votre passé, c'est-à-dire dans votre mémorisation de ce qui vous est arrivé, sachant que ce qui vous est arrivé est une chose et que votre mémorisation conceptuelle est autre chose. C'est une orientation de votre passé, ce n'est pas du tout votre passé, ce n'est pas du tout le réel de votre passé, c'est juste une orientation. Et cette orientation peut faire souffrir, parce qu'elle serait dissonante, parce qu'elle serait diabolique. Et donc, quand il y a des problèmes par rapport à vos souvenirs, pas par rapport à ce qui vous est arrivé, j'insiste, la nuance est cruciale, souvent, vous allez rencontrer des aidants qui vont vous orienter, par exemple, alors en général, il y a des problèmes dans les familles avec papa, maman, vous orienter à faire la paix avec papa, maman. Ce qui, dans tous les cas, est une très bonne idée. Alors, faire la paix, c'est pas forcément en mode Walt Disney. Des fois, faire la paix, c'est couper les ponts. L'important, c'est d'être en paix avec une décision relationnelle qu'on a prise. Donc des fois ça implique de trouver une relation pertinente, des fois ça implique de comprendre que la relation est toxique et qu'il faut mettre de la distance. Ceci dit, donc c'est très important de faire ça, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est pas suffisant. Et ça c'est une 4e découverte cruciale pour moi. Ça ne suffit pas d'être en paix, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, avec les personnes qui ont posé problème dans votre histoire. Ça peut être très important, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être en paix avec sa mémoire, avec son passé, c'est-à-dire avec sa propre conception du passé. Et ça, c'est une autre démarche qui n'a rien à voir. La démarche d'être en paix avec quelqu'un, c'est une démarche comportementale. La démarche d'être en paix avec sa mémoire, c'est une démarche mentale. C'est une démarche de reconception, de recadrage, de comment vous avez mémorisé votre histoire et qu'est-ce qui déconne dans votre mémorisation, où est-ce qu'il y a des diaboles, des dissonances cognitives dans votre façon de penser ce qui vous est arrivé dans votre histoire, qui en général est très orientée par la culture. Je vais un peu revenir à la 7e découverte. 5e découverte, elle est aussi contextuelle. C'est dans le cadre de la dépendance affective, là aussi, il y a un dogme ambiant qui consiste à penser, sur ça aussi j'ai fait une vidéo précise, spécifique, que pour dépasser la dépendance affective, il faut être heureux tout seul. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, c'est ridicule. Pourquoi c'est ridicule? Parce que c'est de la même manière que c'est ridicule d'apprendre à faire du vélo sans faire du vélo, ou d'apprendre à nager sans aller dans l'eau. Donc dépasser la dépendance cognitive, c'est apprendre à se comporter comme un adulte dans le cadre d'un couple. Ou en tout cas d'une relation intime, après vous mettez votre modalité comme vous voulez. Mais dans le cas d'une relation intime, être adulte,
C'est ça dépasser la dépendance affective, c'est ça être indépendant affectif. Mais en aucun cas, quand vous êtes heureux tout seul, le biais logique, c'est quand on se dit, bon, la dépendance affective, donc il y a le mot dépendance, donc on va mettre l'autonomie, donc l'autonomie c'est être tout seul. Alors déjà on confond l'autonomie et l'autarcie, mais ceci dit non, c'est purement, c'est un sophisme encore, c'est purement formel le lien qu'on fait. Dans la réalité psychologique, c'est pas compliqué, pour apprendre à faire du vélo, il faut faire du vélo, pour apprendre à être en couple, il faut être en couple. Donc si vous voulez dépasser la dépendance affective, il faut trouver les moyens de laisser tomber la petite fille ou le petit garçon en vous qui veut réparer son papa et sa maman parce qu'il ne s'est pas comporté comme la société vous a dit qu'elle devrait se comporter. On va voir ça dans la découverte 7. Le but, c'est d'apprendre à être adulte, autonome, avec un comportement mature avec l'autre. Et d'être en relation, pas pour des raisons affectives, ça on va venir dans la découverte 6, mais d'être en relation pour des raisons de conscience mature, d'amour effectif de l'autre. Donc j'espère que je suis bon, là j'étais à la 5. Hein. Donc la découverte 6. La découverte 6, c'est notre conception de l'amour, là aussi elle est complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a une confusion énorme entre l'amour et l'attachement. L'attachement étant un vécu purement émotionnel, donc je reviens à ce que j'ai dit au début, ça parle de soi. Il y a aussi une confusion entre l'amour et l'appréciation. J'en ai fait d'autres, il y a aussi entre l'amour et les partages sensoriels ou l'amour et l'attirance physique. Mais les plus grosses confusions, c'est qu'on confond l'amour avec l'appréciation. L'appréciation est un mouvement mental. On confond l'amour avec l'attachement, qui est un mouvement émotionnel. Or l'amour, c'est une ouverture de conscience. L'amour, c'est pas quelque chose qu'on ressent émotionnellement pour quelqu'un. L'amour, c'est cet état de disponibilité et d'ouverture à ce qui est pour n'importe qui, que ce soit une crotte de chien, votre mari, votre enfant, Sarkozy, Macron, Hitler, Gandhi, etc., etc. Si vous êtes en position d'ouverture de conscience, ce qui ne veut pas dire que vous êtes en ouverture de comportement, ce qui ne veut pas dire que vous êtes d'accord, ce qui ne veut pas dire que vous approuvez, ça veut dire que vous êtes juste ouvert dans le non-jugement, dans l'accueil et dans la connaissance la plus fine possible de ce à quoi vous faites face. Ça, c'est l'amour de mon point de vue. Vous en faites ce que vous voulez, mais je vois bien à quel point considérer l'amour comme un attachement ou comme de l'appréciation conduit les gens à des comportements délirants, souffrants, à des schémas de répétition. Là aussi, allez voir les vidéos, si vous tapez Laurent Martinez, aimer, amour, c'est quoi l'amour, vous allez tomber sur plein de détails. Mais ça, c'est une grande découverte pour moi, la 6e découverte. L'amour n'est pas l'attachement, l'amour n'est pas l'appréciation, l'amour n'est pas ce truc qu'on coche en disant ça y est, je l'aime. C'est pas comme ça que ça marche. Évidemment, l'amour étant très important dans la vie des gens, surtout dans la vie des gens dépendants affectifs, avoir une conception biaisée de l'amour, c'est une catastrophe pour la vie. Et la dernière découverte dont je voulais parler, hein, j'en ai fait beaucoup d'autres, mais ça c'est les 7 principales pour moi. Est-ce que j'ai oublié ma 7e découverte c'est quoi? Non, ça y est. C'est à quel point ça fait 16 ans que dans 9,9 cas sur 10, je pourrais dire, ce qui détruit la vie d'une personne ou ce qui abîme ou contraint la vie d'une personne, c'est sa conception à propos de la famille. C'est-à-dire que nous sommes nés dans une culture où on se prend pour des bisounours qui pensons que forcément les géniteurs sont des parents et qu'on ne peut pas choisir sa famille. Ces deux conceptions sont catastrophiques. J'observe que les gens qui se libèrent de ces conceptions et qui, là encore, au lieu d'être dans des obligations relationnelles, passent à l'amour dont j'ai parlé dans le point 6, libèrent totalement leur vie. C'est absolument flagrant pour moi qu'il est important de ne pas confondre des géniteurs et des parents. Parents, ça veut dire quelque chose de précis. C'est pas tout le monde qui a des parents, or tout le monde a des géniteurs. Tout le monde ne connaît pas ses géniteurs, mais tout le monde a des géniteurs. Mais tout le monde n'a pas de parents. C'est peut-être pas juste, c'est peut-être pas cool. Vous pouvez avoir la morale que vous voulez là-dessus, mais c'est comme ça. Le réel est plus fort que nous. Donc l'important, c'est pas de chialer parce qu'on n'a pas eu ce que la société nous a dit qu'on nous devait, parce que c'est pas vrai. On nous doit à rien. On ne doit pas avoir des parents. Non, quand toutes les phrases que j'entends, une mère, elle doit faire ceci, un père doit faire ceci, vous pouvez penser ça. Ça serait bien. Moi, j'adorerais que ça soit comme ça. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc quand on veut que ce soit comme ça, le problème c'est que on veut avoir eu un passé. Et pour refaire le lien avec la deuxième découverte sur le passé, j'observe que
toutes les conceptions qui sont de l'ordre, oui mais quand même, moi j'ai pas été aimé, c'est pour ça que je souffre, je vois bien que c'est ça, je vois bien que je suis un peu démonté dans mon affectif, blablabla, blablabla. Non, c'est pas parce qu'on n'a pas eu de parents qu'on souffre, surtout quand on croit qu'on en a eu quand même, on souffre parce qu'on veut en avoir eu et que c'est pas possible. La souffrance, la terrible souffrance, elle est là. C'est que presque à chaque seconde de notre vie, implicitement, inconsciemment, il y a ce mouvement de vouloir un autre passé que le passé qu'on a eu, et c'est terrible parce que c'est pas possible. C'est ça qui fait mal. C'est pas si grave de ne pas avoir eu d'amour dans son enfance. C'est un problème quand on est petit, mais une fois qu'on est grand, le problème est terminé. On est sur une planète, il y a 7 milliards d'humains. Donc, on est sur une... Je me demandais c'était quoi qu'il y avait derrière comme bruit. On est sur une planète, il y a 7 milliards d'humains. Donc ce qui est important, c'est de trouver ce que vous voulez vivre maintenant, d'avoir cette autonomie maintenant. Rien ne vous en empêche. Mais par contre, si vous passez votre temps à transférer papa-maman sur vos chéris eux, vos chéris i, parce que vous n'avez pas compris que vous refusez votre passé et que donc votre cerveau, la seule solution qu'il a, c'est de transférer votre passé en permanence sur votre présent, pourrissant votre présent, décalant votre présent, etc. etc. Bah, si vous ne comprenez pas ça, vous souffrez en croyant que c'est parce que, inévitablement, dans votre passé, on vous a fait ça, ce qui est une erreur de base. Non, vous souffrez parce que vous voulez l'impossible. Vous voulez avoir eu dans votre passé autre chose que ce que vous avez eu. Ce n'est pas possible. Ça crée une souffrance monstrueuse. Et tous les humains qui lâchent prise de ça, qui acceptent le passé qu'ils ont eu, trouvent un grand apaisement, une grande sérénité. Donc voilà les 7 découvertes dont je voulais parler. J'espère que ça aidera. C'est une synthèse, hein. Donc n'hésitez pas à aller approfondir dans les autres vidéos. Et puis merci d'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.